Nous allons faire un tour du côté du Tchad ce matin. Tchad, blocage de la reprise des actifs d'ExxonMobil. Savannah remporte un arbitrage à Paris. Nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Mécontentes des conditions de départ de la major américaine ExxonMobil, les autorités tchadiennes ont empêché Savannah Energy de reprendre les opérations sur les gisements de Doba. La véritable interrogation, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que les autorités tchadiennes ont empêché justement à Savannah Energy de reprendre les gisements de Doba qui appartenaient à ExxonMobil. Fin décembre 2022, le dossier avait atterri en urgence devant la Chambre de commerce internationale de Paris. Celle-ci venait de rendre sa décision ce 7 janvier 2023. Mais le Tchad, qui conteste toujours le rachat des actifs d'ExxonMobil par Savannah Energy, a fait monter la pression d'un cran sur la junior. Le ministre tchadien de l'énergie, Djirassem de Bermadjel, accompagné du secrétaire général de la présidence, Galing Gotegata, s'était rendu sur le site de Comé pour informer les cadres de l'entreprise de leur obligation de quitter le pays dans les plus brefs délais. Mais il faut rentrer en arrière. Il vous rappelait que Savannah Energy, société énergétique indépendante britannique axée sur le continent noir, vient et surtout d'annoncer qu'elle devra débourser la somme de 407 millions de dollars, soit 253,9 milliards de francs CFA selon le cours actuel du dollar, pour acquérir l'ensemble de son portefeuille d'actifs en amont et en aval du pipeline Tchad-Cameroun. Cette annonce, apprenait-on, faisait suite à la signature par Savannah Energy et ExxonMobil d'un accord, c'était en 2021, pour l'achat d'actions dans le projet pétrolier de Doba dans le sud du Tchad et dans le système de transport d'exportation Tchad-Cameroun qui comprend un oléoduc de 1081 km et l'installation flottante de production de stockage et de déchargement Komé-Kribi 1 au large du Cameroun. Concrètement, Savannah Energy devait donc acquérir les 40% des parts détenues par ExxonMobil dans la Cameroon Oil Transportation Co, en abrégé COTCO, et le Tchad Oil Transportation TOTCO. Eh bien, la Chambre africaine de l'énergie a soutenu mordicus et surtout de tout cœur cette transaction monumentale qui, pour elle, devait servir sans aucun doute à apporter de nouvelles opportunités énergétiques à l'Afrique du Nord et à l'Afrique du Centre-Ouest. Déclarait d'ailleurs N'Dji Ayoub, qui est le président exécutif de cette Chambre africaine de l'énergie. Il a ajouté en ce temps-là, nous sommes en décembre 2022, que l'arrivée de sociétés énergétiques indépendantes en Afrique permettra au continent de se concentrer sur l'apport d'énergie à ses habitants en exploitant ses ressources naturelles tout en démontrant les perspectives lucratives dans les pays qui ont été négligés jusqu'à présent. À qui va donc profiter tout cela? Si ExxonMobil s'en va et que Savannah Energy vient sur le continent, qui est derrière Savannah Energy? Nous le savons tous, c'est la Grande-Bretagne. Dans la foulée donc, M. Ayouk, appelé les régulateurs du Tchad et du Cameroun, a approuvé la transaction rapidement et sans délai afin de renforcer la confiance du marché et des investisseurs. Ce qui n'était pas gagné jusque-là. Dans une lettre adressée le 14 juin 2022 aux dirigeants de COTCO et de TOTCO, le ministre du pétrole, Djirassem de Bermadjel, avait fait savoir que ce transfert d'actifs n'avait toujours pas été validé et qu'il fallait suspendre le processus jusqu'à nouvel ordre. On ignore, jusqu'à preuve de contraire, si ce veto avait été levé. Finalement, il faut le dire, cette affaire va atterrir à la Chambre de commerce internationale de Paris qui donnera finalement raison à Savannah Energy. Ça, c'est une histoire qui date du 7 janvier 2023. Il faut également préciser que la participation d'ExxonMobil au Tchad et au Cameroun, précédemment estimée à 360 millions de dollars, comprend des champs produisant 33 700 barils de pétrole par jour et surtout le projet pétrolier de Doba à lui seul, un prospect qui comprend 700 pétroliers en production, affichant une production combinée de 28
barils de pétrole par jour. Voilà pourquoi nous allons au Tchad ce matin pour parler de cette macabre affaire. Tchad, blocage de la reprise des actifs d'ExxonMobil. Finalement, Savannah Energy remporte, on va le dire ainsi, un arbitrage à Paris. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique. Patient Pafindom, il est UPC, c'est panafricaniste, il répond à nos questions ce matin. Patient Pafindom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Steve Jocelyn-Goss. Bonjour à nos nombreux internautes. Bonjour à nos valeureux techniciens. Bonjour à mes frères avec qui nous partageons souvent vos plateaux, ces consultants émérites et qui se donnent à fond pour, autant que faire se peut, apporter leur petite pierre à l'édifice. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau, Je vous remercie une fois de plus pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Pafindom, encore aujourd'hui. Il faut préciser que l'affaire qui nous concerne ce matin, on parle justement de Savannah Energies, qui appartient justement à un groupe anglais. C'est un groupe anglais, il faut le dire ainsi. On nous dit que c'est un groupe indépendant, mais nous le savons tous. Il s'avère qu'il y a encore quelques mois aujourd'hui, les autorités tchadiennes sont allées justement voir Savannah Energy pour leur faire comprendre qu'ils devaient quitter le pays au plus vite, justement. Pourtant, ces derniers avaient acheté des actifs de ExxonMobil à hauteur de 253 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? On a l'impression que le Tchad défend les États-Unis ou alors, finalement, le Tchad voulait nationaliser le pétrole tchadien et surtout parler du pipeline Cameroun-Tchad comme étant un fleuron de l'Afrique centrale. Quand on veut prendre une décision importante comme la nationalisation d'une grosse structure comme la structure qui exploite le pétrole d'un pays comme le Tchad, donc c'est presque quasiment la principale source de revenus aujourd'hui, on est clair, on le dit clairement. On ne rentre pas dans les supputations. Steve Jocelyn-Goss, quand on va envoyer ce thème, j'ai eu à essayer de faire l'effort pour creuser un peu là où je peux creuser pour trouver les bonnes informations. Mais j'ai fini pratiquement en larmes. Et je me suis dit vivement que vous puissiez muter en télévision disponible dans nos chaumières pour que ce ne soit pas seulement les gens qui ont l'accès facile aux data qui puissent vous écouter, mais surtout pour que des émissions autant pour moi comme celle-ci soient des émissions à caractère pédagogique. C'est-à-dire vous nous faites un petit tableau avec un PowerPoint. Vous invitez peut-être un autre grand expert sur la question. Moi, je suis un politique, je ne dis pas non, et qu'on essaie de montrer, par exemple, je donne un exemple idiot, excusez-moi, bête. Moi, je suis souvent bête et discipliné. Bon, voilà les caractéristiques de l'exploitation et la production de pétrole en Arabie Saoudite. Voilà combien de barils l'Arabie Saoudite produit. Voilà les caractéristiques de la production d'exploitation du pétrole au Tchad. Pour de nombreux barils équivalents que gagne l'Arabie Saoudite, que gagne le Tchad. C'est là que vous allez commencer à voir que nous sommes dans un véritable marché de dupes, ces histoires-là. Nous avons des élites politiques qui sont rentrées dans une escroquerie hors norme. Exactement. Et ils donnent l'impression qu'ils sont en train de se battre pour leur propre peuple alors qu'ils ont abdiqué dès le départ. J'aimerais bien qu'on m'explique, depuis que l'exploitation du pétrole du Tchadien a commencé, à Doba précisément, combien de centres de formation supérieure à l'ingénieur, génie mine et pétrole se sont constitués au Tchad, ont été créés? Combien d'ingénieurs sont sortis de là? Quel est le prorata des ingénieurs, moi, dans le génie mine de pétrole tchadien sont aujourd'hui dans le truc d'exploitation dans cette société? Je ne parle pas des administratifs, les gens qui ont fait les RH, tout ça là, ou bien ceux qui sont dans le transport et logistique. Je parle même des techniciens. Combien? Parce que demain, on peut trouver encore un autre bassin pétrolier, un gisement de pétrole. Les mêmes conditions léoniennes qui ont permis à cette escroquerie, à ce bradage de ce bâtiment et du Tchad et de l'Afrique, comme on n'a pas travaillé pour inverser, n'est-ce pas, les données, on va retomber dans les mêmes travaux. Premièrement. Deuxièmement,
Deuxièmement, il faut que nos élites politiques arrêtent. La gestion du pétrole tchadien, même les miettes de menus frétins qu'on leur concède, est d'une opacité hors norme. Ce n'est pas propre au Tchad. Dans tout le golfe de Guinée, nous avons affaire à ce même type de problème. Conséquence, on est d'abord parti dans un partage très inégalitaire, mais le peu qui nous revient est géré de manière totalement opaque. Quand je vous dis souvent que le golfe de Guinée, c'est le cœur des ténèbres, je n'exagère pas. Donc on peut vraiment se dire, quel est l'intérêt du peuple pour s'attarder sur des choses comme ça là? Pour s'attarder à ces phénomènes, à ces conditions de spoliation de nos biens. Quel est l'intérêt que nous avons même à faire ces débats? D'autant plus que tu retournes la question dans tous les sens, le peuple est perdant dans l'affaire. Il ne voit même pas les miettes. Les dividendes, c'est quoi pour le peuple tchadien aujourd'hui? Tout ce pétrole qui est sorti du sol du Tchad, le sud du Tchad encore. La zone de pour le gisement de Doba, c'est 28 000 barils par jour. Mais c'est un scandale. Vous voyez, donc Savannah, oui, Savannah, Exxon, machin, on est dans le truc, oui. Après, on a vu Mahamat quand même au sommet États-Unis-Afrique. Mais surtout dans des conciliabules, dans des négociations, comment dire, à huis clos avec les autorités américaines. Qu'est-ce qui se dit là-bas? Vous ne savez pas. Entre-temps, en octobre, on peut tuer les pauvres Tchadiens qui disent qu'ils marchent parce qu'ils veulent des institutions. Oui, mais cette boucherie-là, des centaines de morts, tout le monde s'en fout. Ça passe par perte et profit. Et les gens nous ramènent dans... Vous vous souvenez de l'affaire de Glencore, d'ailleurs, lui-même qui est dans ce jeu. L'entourage du président de Burundi, le président Exxon, là, je pense qu'il y a une société qui est capable de racheter une partie de ses parts. Mais nous, on peut aussi, après Barbac, acheter les parts de cette société pour étoffer davantage notre assiette de revenus fiscal dans cette affaire. Ah, et même des parts, des actifs dans l'exploitation. Ah, pourquoi pas? Le peu que le Tchad avait. On avait d'abord commencé par conditionner le Tchad. Non, il faut que vous mettiez une partie de cet argent-là pour les générations futures. Comme s'il y avait même quelque chose. On vous donne 5%, on vous dit que dans ces 5%, coupez encore la moitié pour les générations futures. Vous voyez comme les gens sont mesquins. Le Tchad prend encore les petits devises qu'ils avaient. Ils vont acheter les actifs, je crois, sur Glencore, à travers Exxon. Quelques mois plus tard, on leur apprend que le prix du baril a chuté dangereusement. Et les gars qui ont participé à toute cette opération, de faire acheter au Tchad des obligations pourries, des John Bonds, comme on dit dans le jargon économique, étaient au courant. Le Tchad se retrouve le jour au lendemain avec de la merde entre les bras. Et voilà comment les problèmes sociaux ne font qu'accentuer. Les promesses électorales du président Déby sont irréalisables, etc., etc. On rentre dans un cycle infernal de promesses non tenues, de pauvreté qui s'accentue, de misère endémique, etc., etc. Mais au même moment, on continue à siphonner le pétrole du Tchadien. Les complicités sont énormes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des États souverains. Nos dirigeants sont beaucoup plus préoccupés par la préservation de leur trône que par les intérêts du peuple. Lorsque le projet Tchad-Cameroun, projet du pipeline Tchad-Cameroun est arrivé, on en a fait tellement une grande publicité, on nous faisait comprendre que jusqu'à preuve de contraire, eh bien, ces deux pays vont avoir le pétrole à bouche que vois-tu. Mais jusqu'à preuve de contraire, depuis, aucun rapport sur cette histoire, jusqu'à cette affaire de Savannah Energy, qui nous fait savoir que avec les deux pays, c'est 61 700 barils par jour. Mais on ne voit pas ce que les deux pays gagnent. Nous sommes dans une escroquerie à ciel ouvert, M. Selangos. Bon, c'est un secret polichinelle. Malgré les subventions de l'État, le prix de pétrole va augmenter et au Tchad, et au Cameroun, et au Congo, et au Gabon, et peut-être la Guinée équatoriale en sera épargnée, je n'en sais rien. Déjà, je vous rappelle qu'à Lagos, ça a tourné il y a cela quelques jours. Les prix vont augmenter. Depuis que les Occidentaux, dans leur lubie là, de vaincre la Russie par le biais à coup de sanctions et d'envoi d'armes
Alors que s'ils étaient garçons, ils auraient engagé leurs propres troupes au combat que de faire des guerres par procuration. Ils ont décidé de procéder à ce qu'on appelle le plafonnement du prix d'achat de pétrole russe. Ils ont mis le baril de pétrole à $60, le baril. La Russie a dit, bon, ok, ça tombe bien. Je ne vends pas mes pétroles aux gens qui ont pris cette sanction. Je veux trouver de nouveaux partenaires. Il en a en Chine, il en a en Inde, etc. D'abord, de nouvelles voies, même à travers le pôle Nord, pour aller rapidement rejoindre l'Asie, sont déjà là. De nouveaux brise-glaces ont été installés. C'est vrai, le baril était autour de $80. Mais pour des négociations et des troupes préférentielles, la Russie était prête à leur concéder à ses amis-là à $70 et d'autres à $80. Mais avec des coûts de transport encore amoindris. Les Occidentaux poussent le bouchon plus loin. Et ils disent, les principaux pétroliers qui transportent du pétrole à travers le monde, ils sont obligés d'avoir des assureurs. Et 90% des assureurs dans ce domaine-là sont des assureurs occidentaux. Ils mettent encore la pression plus grande et disent que tout pétrolier qui va transporter du pétrole russe, qui ne sera pas vendu à $60 le baril, n'a pas droit de souscrire une police d'assurance, ne doit pas être couverte par une quelconque assurance. Comme ils ont 90% de ce marché, la conséquence est immédiate. Un pays, je ne veux pas oublier le sujet, mais pour que les gens commencent à comprendre la difficulté quand vous n'êtes pas souverain, capable vous-même d'avoir votre propre politique énergétique, votre propre politique extractive de vos richesses du sol, de votre sous-sol, comment vous pouvez être dépendant, j'allais dire que comment vous pouvez être exposé aux décisions qui viennent à des milliers de kilomètres dans une guerre qui apparemment n'est pas la vôtre. La conséquence immédiate, c'est que, c'est vrai, la Russie avait tenté de parer le coup en essayant d'acheter comme ça des pétroliers qui étaient un peu prêts à être cannibalisés, c'est un produit détruit, et il les a retoqués pour pouvoir transporter son pétrole sans passer par les assureurs occidentaux. Mais le coût est quand même là, d'autant plus que l'OPEP, la pression a été faite au niveau de l'OPEP pour augmenter la production de pétrole, pour compenser le manque, n'est-ce pas, du pétrole russe sur le marché mondial. L'OPEP a refusé. La conséquence mécanique immédiate, c'est que les prix du pétrole ont augmenté. Et la plupart de nos États, même quand ils sont producteurs de pétrole, ne peuvent pas suivre. À moins qu'ils soient capables de prendre en charge une partie, n'est-ce pas, de ce pétrole. L'achat de ce pétrole. Pire encore, pour les États comme le Cameroun, les Français nous ont construit une raffinerie à Limbe qu'on appelle la Sonara. Bon, qui donne une bonne partie d'ailleurs brûlée et dont je ne pense même pas que la phase de construction a commencé. Mais curieusement, on met sur pied avec notre argent une raffinerie, mais qui a des qualités exceptionnelles qu'elle ne raffine pas le pétrole que nous menons produit. Qui lui est de très bonne qualité et ne demande pas ce type de machine obsolète du point de vue scientifique du territoire. Alors, la conséquence immédiate, c'est que le pétrole que le Cameroun vend, là, surtout les marketeurs et tout le monde que vous voyez là, on l'achète à l'extérieur. Bon, vous me direz qu'en termes de péréquation, il faut aussi qu'on nous dise que quand on vend le nôtre, ou bien ne serait le pétrole venu d'ailleurs, comment ça se passe. Bon. Mais, à la vérité, Sylvius Slengos, vous prenez les pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, tout ça là. Quelle est la magie que ces gens ont fait pour être capables d'imposer aux gens qui sont venus prendre leurs ressources fossiles pour avoir des contrats tellement, au moins acceptables, leur permettant d'avoir les niveaux là qu'ils ont aujourd'hui en termes de massification des actifs. Comment ils ont pu faire? Ici, chez nous, ce n'est pas possible. C'est des ping-pong entre Exxon, société américaine, et Savannah, anglaise. Et vous savez que c'était le groupe Ringo qui a aussi pris les bassins de gaz de Lubaba, vous le savez, qui sont transformés maintenant en gaz du Cameroun. Mais c'est à la base Ringo. Ah, Ringo, ce sont des Anglais. Donc, quand j'entends les gens dire que oh, les Nigériens vont encore reprendre Bakassi, ils ont commencé encore à contester Bakassi, je rigole. Je leur rappelle que, arrêtez de faire la promotion d'un individu. Il y avait beaucoup dans
le cadre des hommes de droit, les putains Tamak, les plus nouveaux, les Léona, vous étiez nombreux, des hommes férus de droit. Il n'y avait pas que ça. Il y avait des cabinets dédiés de droit dont le Cameroun s'était attaché les services. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que de droit. Il y avait des cartographes, il y avait des géographes, il y avait tout. Même les linguistes. Il y avait plein de gens là-dedans. Donc quand les gens bavardent souvent, le discours de bar, mais il y a mieux, il y a mieux. On a venu souffler à l'oreille du président Biya. Président, l'affaire là que toi tu vois là, la base de défense des avocats du Nigeria, c'est qu'il faut qu'il y ait une certification de la frontière qui partira de l'océan Atlantique jusqu'au lac Tchad. Vous avez pas moins de 2000 km de frontières. Si vous rentrez dans ce jeu-là, l'affaire risque de prendre entre 50 ans et 100 ans de certification. Entre-temps, si l'objectif du Nigeria, c'est le pétrole de Bakassi, ils auront tout le temps pour le siphonner allègrement. De telle manière que quelle qu'en soit l'issue de verdict après la certification de ce procès, on va vous vendre, comment on dit ça, une orange pressée qui n'a plus de jus, qui n'a plus aucune valeur, premièrement. Le président Biya, malin tel qu'il était, s'est donc rendu à Washington, comme quelqu'un d'autre était à Washington. Je vous rappelle que quand les premières bombes tombent sur Bagdad, le président de la République du Cameroun est reçu à Washington. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, bon, certes, il y a eu des plaidoyers, il y a eu des gens qui ont écrit des belles pages de la rhétorique du droit, etc., etc. Mais ce qui, en dernier ressort, va trancher de quel côté Bakassi va basculer, c'est la politique. C'est la pression des États-Unis, c'est les juges. C'est le fait qu'après, vous voyez les Anglais de Ringo aussi avoir des petits trucs à manger. Donc, Camerounais, arrêtez de rêver. Tant qu'on ne muscle plus la capacité de notre autonomie, de notre indépendance, de notre souveraineté, on ne pourra pas être à l'abri des choses comme ça. Dans le Tchad, c'est ce qui se passe avec des ministres qui viennent d'arriver, qui n'étaient peut-être pas d'accord avec un premier accord que Savane avait certainement passé avec le gouvernement précédent et les élites précédentes, qui arrivent aussi, qui veulent aussi leur part pour bouffer, et disent que bon, quelles qu'en soient les décisions, d'abord, vous avez vu l'autre incongruité, c'est-à-dire, on décide du pétrole tchadien. On parle de pétrole tchadien. Il y a un litige. Il y a un tribunal qui doit trancher. Mais le tribunal compétent, il est à Paris. Oui. Bon, on va vous parler, quand il faut poursuivre les criminels que nous sommes, de l'extraterritorialité, de l'indépendance de certaines justices occidentales. C'est-à-dire que même si je suis au Cameroun, la justice espagnole peut me poursuivre, disent-ils. Bon, bref, passons. Et l'inverse n'est pas possible. Je veux dire, en cas de conflit sur le plan du droit commercial, on vous dit, là, c'est le tribunal de Paris qui va trancher, le tribunal de N'Djamena n'est pas compétent. Et vous, qui êtes des Tchadiens, vous signez un accord pareil, qu'encore ce n'est pas une exception tchadienne, hein? C'est souvent le cas partout. Comme même le port autonome de Douala avait Bolloré, vous voyez que c'est à Paris que ça se décide. Et vous dites que vous êtes des gens indépendants. Vous voyez pas que, comme disait le président Laurent Gbagbo, on vous a blagué, hein? C'est ça, les fondamentaux de ce rapport unique qui encadre, n'est-ce pas, nos prétendues légitimités internationales et l'égalité internationale. Donc, dans le cas de Tchad, une fois de plus, j'imagine, j'ai fait mon analyse, je peux me tromper, mais je suis convaincu à 100%, connaissant les pratiques de nos élites politiques et de nos hauts fonctionnaires, que Savane avait déjà fait un deal avec l'équipe sortante au pouvoir, donc celle de Déby, et les fonctionnaires qui étaient dans la gestion du pétrole. L'équipe de Mohamed arrive, elle dégage pratiquement l'essentiel des gars qui s'occupaient de la question de gestion du pétrole au Tchad, et ils sont certainement approchés par Exxon. Et ils remettent donc en cause, n'est-ce pas, la place de Savane dans le jeu. Une question cependant. Vous voyez donc que c'est des histoires de corruption, de corrompus, de machin. Ça n'a rien à voir avec la défense des intérêts du peuple tchadien. Une question cependant avant de sortir justement de cet entretien, une question que les Africains se posent également. À quand l'exploitation et la production justement de ces gisements par les Africains eux-mêmes et surtout la nationalisation? Je te remercie énormément.
Steve Jocelyn-Goz. J'ai commencé par là, j'ai égratigné, je suis parlé en profondeur. Peut-être que je n'aurai même pas le temps d'aller en profondeur aujourd'hui. Vous avez le temps, allez-y. Steve Jocelyn-Goz. Lors du discours de fin d'année du chef de l'État de Cameroun, vous avez vu la place qu'il a donnée aux industries extractives dans les années à venir, dans le développement du Cameroun pour les années à venir. Il y a combien d'universités dédiées à cette cause-là au Cameroun? Il n'y en a pas. Non, il y en a. On va parler de Marois. Si vous le dites. Oui, qui forment les ingénieurs de mines, disons, et du pétrole. Oui. Vous avez l'IUT de Douala, qui forme aussi des techniciens supérieurs dans ce domaine, qui vont plus tard devenir des ingénieurs. Bon, n'allons pas, Marois, c'est loin. Je n'aurai pas le temps et les moyens pour vous payer de transport pour aller là-bas, pour voir ce qui se passe à Kaïdé. Allez ici à l'IUT de Douala. Vous êtes à Douala. Demandez le laboratoire de l'IUT, l'Institut universitaire de technologie, qui forme les gars en génie mine et pétrole. Demandez à voir le laboratoire. Mais je me pose la question si nos élites sont conscientes de ce qui se passe dans le monde. Je me pose vraiment la question. Il n'y a pas. Quand on veut montrer les roches aux enfants, on les amène dans les carrières comment tu appelles ça, de Sonkoum, je ne sais pas comment tu appelles. Il n'y a pas. On revient avec, c'est-à-dire que les mêmes difficultés que nous avions quand on fait chimie, on dit la liqueur de Fehling. Tu connais seulement la liqueur de Fehling dans les livres, tu n'as jamais vu avec tes propres yeux. Mais comment veux-tu que tu puisses former un chimiste compétent alors qu'il parle des choses qu'il n'a jamais vues? Et on l'oblige à être capable de décortiquer des équations chimiques avec des trucs dont il n'a jamais vu les effets. Que si on prend la liqueur de Fehling, on ajoute à ceci avec tel réactif, ça va donner ça, tu ne connais pas. Réaction rouge. Mais voilà, et on dit que notre développement sera axé vers l'exploitation de nos minéraux et du pétrole. Mais où sont donc les institutions du Cameroun qui orientent la formation des jeunes dans ce secteur, parce que nous avons programmé que dans 5, 10, 30, 40 ans, ce secteur-là sera productif et sera important pour notre économie. Il y a quoi? Il n'y a rien. Les gens montent, ils descendent, ils font des choses. On prend le gravier, le 15, le 5, 15, le 15, 25, on dit que ça c'est le grès. Mais qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est exactement ce qui s'est passé au Tchad. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que ceux qui ont signé cet accord d'exploitation du pétrole de Doba au Tchad n'aient pas dans cet accord au moins eu des avenants pour qu'il y ait des espèces de joint venture entre les universités américaines, mettons, sur le parrainage d'ExxonMobil, avec des universités tchadiennes de haute qualité, d'un sens de technicité très pointue, pour qu'il y ait des formations des cadres tchadiens dans l'exploitation du pétrole. Pendant le pipeline, là, Tchad-Cameroun, l'une des remarques qu'on faisait pour nous insulter, vous voyez, on vous dit que vous êtes des parasites, vous ne voulez rien faire. Il y avait un déficit en personnel de chaudronnerie, il n'y avait pas de chaudronnier. On était obligé d'importer les gens de Philippines. Alors je pose la question, quand le Tchad et le Cameroun étudient et négocient cette question de pipeline là, ça faisait des années avant, c'est pas fait là comme boum, sous nos yeux. Où étaient les fonctionnaires, les administrateurs, les gouvernants, nos gouvernants de moment là, pour prévoir que il y aura une demande accrue de chaudronniers, de cette main d'œuvre là, pour qu'on oriente la plupart de nos lycées techniques, au moins pour que nous ayons en qualité et en quantité un nombre suffisant de chaudronniers capables de répondre à cet appel d'offres. Où était-il? Parce que quand on dit ça comme ça, on a l'impression qu'on n'aime pas son pays. Oh, vous êtes trop critique. Mais moi, je me dis, on ne peut pas reproduire les mêmes erreurs chaque fois et s'attendre à des résultats différents. Là, je suis obligé de hausser le ton de crier. Parce que c'est un scandale. Je continue de dire, nous autres, on a dit à nos enfants, allez faire les filières scientifiques. Ça va de l'avenir. Nous autres, on a fait des humanités. On nous dit que ils bavardent seulement. Allez faire des filières scientifiques. Bien qu'au secondaire, j'ai fait les maths. Mais je pose la question. Mais vous qui avez orienté, nous vous avez orienté comme ça là. Nous, on a mis nos enfants là-bas. Mais les enfants arrivent au supérieur, dès le secondaire déjà, mais surtout au supérieur, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de laboratoire de qualité. Il n'y a pas des infrastructures de qualité. Il n'y a rien.
Il y a d'autres pays, un pays sérieux qui décide que, bon, dans 5-10 ans là, l'essentiel de mes revenus vont provenir de distractions. Il y a le fait de Mbalamé là, n'est-ce pas, de mon sol et de mon sous-sol. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à mettre sur place des programmes, même incitatifs, pour permettre au maximum de leurs jeunes citoyens de dévier vers ces filières. Dévier vers ces filières. Donc, il n'y a pas de volonté politique pour aller dans ce sens. Il n'y a pas de volonté. Ça me rappelle un ministre, parce qu'on n'a pas de Bakassi, ça me revient, à qui on avait donné des bourses, je crois par un pays nordique, dans les métiers de la mer. Il regarde dans son village, il dit que nous, on ne connaît pas la mer. Nous, on plante nos macabos, nos maniocs, à la limite de café. Donc les bourses, ne servent à rien, ça doit rester là. Aucune bourse n'a été donnée à ces jeunes concitoyens. Quand je vous parle de l'ignorance et l'obscurantisme, vous voyez les conséquences. Aujourd'hui, on crie que oui, le Cameroun n'a pas investi à Bakassi, on devait faire de Bakassi un pôle économique sur le plan des métiers de la mer, machin, truc assez important pour contenir la prétention de Nigeria à pouvoir coloniser par doses homopathiques successives par les populations qui font un peu dans cette activité de manière artisanale pour domestiquer cet espace. Et nous qui savions que Bakassi, en richesse halieutique, c'est hors norme. Le pétrole, c'est hors norme. Les métiers de la mer, tout ça, même les loisirs, même les trucs du DIC là, que tu veux faire des petits bateaux papillons pour aller voir les mangroves, machin truc, de cet espace-là, jusqu'au Vouri, on a fait quoi? Des travaux de cordage, on a fait quoi? Après, on va dire que les Africains sont des paresseux. Mais c'est l'État qui organise le travail. Sinon, vous rentrez dans des trucs de BAMC, encore, certains de nos frères disent que c'est le travail. C'est-à-dire que vous voyez un gars avec un woofer, il a en main quelques cassettes et quelques faux clés USB qu'il vend. Il marche comme un esclave dans toute la ville. On dit que c'est un travailleur. Est-ce que c'est normal ça? Ce type de projet dégradant pour une jeunesse. Vous voyez quelqu'un qui a une licence, d'autres ont même des maîtrises. Leur travail, c'est de faire l'étude de moto dans la ville qu'on appelle les belles sikines. Vous voyez des filles qui sont allées à l'école, d'autres ont même des bacs et des licences. On dit que non, il faut qu'elles fassent, comment dire, elles posent les ongles. C'est ça le travail. Je ne dis pas que je crache sur ces gens-là. Mais quand même, à contrario, le pied se referme sur nous. Le peu de familles qui ont consenti un effort hors norme, ils ont envoyé les filles à l'école. Elles sont des infirmières. Mais comme les conditions de vie et de rêve, bon, il y a aussi une partie du rêve, j'allais dire, débridé qu'on leur vend, mais le Canada, lui, ouvre un truc, il dit, bon, il veut l'immigration. Les gens comme les infirmières sont prisés. Conséquence, nos pauvres malades meurent dans nos hôpitaux. C'est vrai qu'ils sont devenus pratiquement des mouroirs, mais ils n'ont pas l'encadrement sanitaire nécessaire. Parce que l'expertise, la main d'œuvre qualifiée qui devait s'occuper de ces malades n'existe plus. Tout le monde maintenant, allez à Boulanger, on va voir les gens qui font les passeports. Mais j'ai été surpris dernièrement d'entendre comme ça, le police dit que mais vous tous là, quand vous allez partir, qui va rester ici? Depuis qu'on a dit que le Canada était le nouvel Eldorado, tout le monde veut se tailler. Bon, ça, c'est l'échec programmé de nos régimes néocoloniaux. Il faut, le discours du président Biya à la tribune du sommet États-Unis-Afrique m'a beaucoup plu. Quand il a parlé des flux financiers, bon, la question de l'espace, la domestication de l'espace, pour permettre aux satellites de donner des données techniques et technologiques très pointues dans le cadre du développement de notre pays est pertinent. Mais dans le cas des flux financiers, il avait éminemment raison. Sauf que ce n'est pas Washington et ceux qui dominent le monde qui vont nous donner la possibilité un jour de bonifier, n'est-ce pas, la circulation de l'argent dans notre espace. C'est d'abord nous. Quand nous avons une économie camerounaise qui n'a pas une masse monétaire en circulation qui est de l'ordre de 15% par rapport à sa valeur réelle, c'est un problème. Parce que vous avez un franc CFA que vous ne maîtrisez pas, qui est géré par quelqu'un d'autre. Donc à partir de cette monnaie qui n'est pas la vôtre, qui est gérée par quelqu'un d'autre, avec sa propre politique, vous ne pouvez même pas... Et c'est là le serpent se mord la queue. Et nos discours de nos décideurs ressemblent à des paroles qui vont dans le vent. Ce sont des moulins à vent.
Parce qu'elle ne repose sur rien de consistant en tant qu'élément déterminant pouvant leur permettre de donner du sens à leur narratif et à leur discours. Et malheureusement, si Jocelyn Gosse, nous sommes dans ce piège-là. Pour les Tchadiens, je sors par là, je dis, je ne suis pas du tout sûr que quand les gens disent on ne veut pas de Savannah, c'est parce qu'ils veulent nationaliser. Parce que même s'ils décident de nationaliser, aujourd'hui, ils n'auront pas les moyens. Ils n'auront pas les moyens parce qu'ils n'auront pas de cadre qualifié, capable de gérer, n'est-ce pas, cette machine d'exploitation et de transport de leur pétrole. Pour qu'ils les aient, il faut former. S'ils sont incapables de former, s'ils ne les ont pas encore, il faut au moins qu'ils ouvrent de telle manière que la main-d'œuvre qualifiée localement puisse avoir accès à ce site d'exploitation. Mais cela demande des accords. Quand on parle des fédérations des États-Unis d'Afrique, même sur le plan sous-régional, voilà les conséquences. Au moins, les uns auraient pu combler le retard des autres et donner la possibilité que de manière harmonieuse, la répartition sur le plan solidaire puisse se faire pour qu'on tire toute la région vers le haut et non qu'on consacre, n'est-ce pas, le petit banc de certains éternellement et que ce soit ça, la politique qu'il faut applaudir. Je n'applaudis pas de cette politique-là parce qu'elle est contre-productive. Elle n'est pas en faveur d'un avenir radieux pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Merci à vous, Patient Parfait Ndom, d'avoir été de notre encore ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Merci au vaillant peuple d'Afrique. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras parce qu'au commencement était quoi? La parole. Et nous sommes sûrs que cette parole-là, elle va continuer. Elle a déjà fait du bon chemin. À la manière de la petite goutte d'eau. Vous connaissez, au Vietnam, l'une des séances de torture, on n'a pas de torture, je crois. Et dans une édition précédente, c'était la torture par de bien la goutte d'eau. On attache un individu, on rase son crâne comme le mien, on met un récipient, ça peut être un petit calebasse, on perce un petit trou d'eau, vous êtes figé. Et la goutte d'eau revient de manière récurrente et frappe au même endroit. Au début, ça paraît ludique. Mais plus la cadence et le temps passe, vous avez l'impression que chaque petite goutte d'eau qui va atterrir sur votre crâne, c'est un clou qu'on enfonce dans votre tête. Vous comprenez? Donc, nous pensons que notre parole, elle ne va pas enfoncer le clou dans la tête des Africains, mais elle va permettre à casser les rochers les plus puissants. Merci. Merci à vous, Patient Parfait Ndom. Mesdames, Messieurs, comme le déclarait encore il y a quelques instants Patient Parfait Ndom, le contrôle de l'absurdité, c'est de répéter les mêmes gestes constamment et de s'attendre à des différents résultats. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.